Le samedi 4 décembre dernier, à la faveur de la conférence que donnait Emmanuel Keïta, lorsque mon invité du jour a fait son entrée dans la salle, j'ai vu l'accueil qu'on lui a réservé. Waouh! C'est dire combien de fois elle fait des émules sur la toile. Elle truste pas mal de sujets de société. Elle essaie d'intervenir un peu, en tout cas par rapport aux différents, on va dire, les différents clashs en griffe qu'il y a aussi entre les différents blogueurs. C'est une blogueuse qui monte en puissance, qui laisse personne indifférent. Elle a un look que vous allez découvrir et ça, c'est sa marque de fabrique. Nous sommes déplacés en ce jour pour venir la rencontrer à Rennes. C'est dans le département Ille-et-Vilaine. Nous sommes en France. Bienvenue. Nous allons faire plus en connaissance avec Leslie 5 étoiles. Qui est cette belle jeune dame qui, en tout cas, elle vient de se marier il n'y a pas longtemps. Ça, c'est la première information. On en parlera tout à l'heure. Bonjour Leslie. Bonjour Guillaume. Bonjour Leslie. Tu es comme à l'accoutumée, hein, toujours aussi sexy. C'est de ça qu'il s'agit. Merci pour le sourire, merci pour l'accueil. Nous avons fait le déplacement, histoire de pouvoir faire plus ample connaissance avec toi. Effectivement. Échanger, connaître un peu le parcours de Leslie. Mais bien avant, dans mon introduction tout à l'heure, je parlais de l'accueil qui t'a été réservé lors de la conférence donnée par Emmanuel Keïta. Effectivement. Est-ce que tu t'attendais à un tel accueil? Franchement, je ne m'y attendais pas du tout. Voilà, elle a été vraiment sympa. Elle m'a annoncé et puis le public surtout. J'étais vraiment émue pour l'accueil du public. Mais selon toi, pourquoi est-ce qu'on t'a accueilli avec autant d'applaudissements, avec autant de hurrah? Parce que j'ai vu quand on nous dit Leslie 5 étoiles, franchement, j'ai été témoin de la scène. C'est clair. Selon toi, qu'est-ce qui a fait que tu as eu droit à un tel accueil? Bon, après, je me dis, c'est tout ce qu'on fait sur les réseaux sociaux. Si tu impactes un côté positif, les gens ils vont t'accueillir avec un côté positif. Si tu fais tout ce qui est négatif, mais les gens, ils vont... Voilà, je pense que tous ces cœurs, ces likes, c'est ce que les gens nous montrent dans la vraie vie. Mais toi, tu penses que tu fais des choses positives sur la toile? Ouf, bon, on n'est pas vraiment toujours dans la positivité, mais j'essaye de rester dans un cadre positif. Bah, pour parler de positivité, pour certaines personnes avec qui j'ai eu à échanger, elles te définissent comme quelqu'un de vrai. Est-ce que toi, tu penses que cela reflète ta personnalité, véritablement? En réalité, les 5 étoiles, c'est celle qu'on voit sur les réseaux sociaux, sexy, souriante, et puis voilà, joviale, quoi. Je garde toujours le sourire. Ce côté sexy, tu le revendiques. C'est même souvent, à la limite, quelqu'un pourrait assimiler cela à de la vulgarité. C'est clair. Mais d'où est-ce que ça te vient de vouloir toujours être aussi, voilà, de sexy. vouloir te présenter sous cet angle-là? Alors moi, je me dis que déjà, depuis toute petite, on regarde des films américains où tout le monde préfère regarder Cardi B, tout le monde préfère regarder Rihanna. Mais en même temps, nous, les femmes africaines, on peut se mettre en valeur. Voilà, je me dis, je suis africaine, je suis belle, j'assume mon corps. C'est tellement simple. Une belle africaine, forcément, qui a une origine, qui a eu un parcours. À l'état civil, Leslie 5 étoiles, c'est qui? Alors, l'état civil, c'est Leslie Baté. Voilà, je suis Bété de Daloa. Et tu es née à Daloa, tu as grandi où? Est-ce que tu peux nous retracer en tout cas ton parcours? Leslie, je suis née à San Pedro, grandi à Abidjan, et puis après au village avec les grands-parents. Je suis un peu la petite fille qui a grandi avec sa grand-mère. Voilà. Tu peux nous raconter cette enfance un peu? Enfance, je ne pourrais pas dire difficile parce que moi j'étais l'enfant de sa grand-mère, je suis la première fille de ma mère. Et puis à chaque fois que ma grand-mère venait au village, mes petits frères disaient « Oh, ta maman elle est là » parce qu'on pensait que c'était ma mère. Donc je suis juste l'enfant qui a été vraiment chouchouté par sa grand-mère. Et puis nos parents ont divorcé tôt, donc ça fait que Leslie a vraiment quitté la famille très tôt. Depuis à l'âge de 16 ans, 17 ans, on était livrés à nous-mêmes, il fallait s'occuper des petits frères avec des barates un peu méchantes. Mais sinon à part ça, ça va pas être trop difficile. Quand tu dis à 16 ans, il fallait que tu te battes pour t'occuper de tes frères, toi, qu'est-ce que tu as fait comme métier pour, on va dire, pour pouvoir assumer cette responsabilité? Alors, pour commencer, vu qu'on avait une marate un peu dure, donc moi déjà, je vendais avec une de mes tantes qui vendait la nourriture. Je vendais la nourriture avec elle et ensuite, à 17 ans, je suis allée à billetterie avec une de mes cousines. On a commencé en tant que servante chez des Libanais. Et à 18 ans, j'ai commencé à travailler dans des bars en tant que serveuse. Donc déjà 16, 17 ans, j'étais déjà autonome. Voilà.
Quand tu dis en tant que serveuse, on sait qu'à billetterie en zone 4, il y a Oui. des bars quand même où faut mettre Bien les sûr, mots. bien sûr. Voilà, Les bars à striptease, les bars un peu Voilà. grotesques, oui, je comprends. Merci. Toi, c'est dans ce genre de cadre que tu as Alors évolué? pour commencer, moi j'étais d'abord serveuse, donc tu peux pas être danseuse comme ça. Donc j'étais d'abord serveuse, je regardais un peu comment les autres faisaient, puis j'adorais la danse. Puis voilà, je me suis lancée dans la danse, c'est comme ça que à 18-19 ans, moi je faisais déjà du strip. C'est quelque chose que j'adore, donc voilà. Ça vient comment? Mais ça vient, comme je l'ai dit, à 18 ans, quand je commence à travailler en tant que serveuse. Je suis derrière le bar, la petite nouvelle qui vient d'arriver. Et je voyais des femmes qui dansaient, très classe, très belles. Ce que j'aime dans ce métier, c'est que les femmes sont très raffinées, sont tout le temps maquillées, sont tout le temps en porte-jatel. Elles sentent bon, voilà, c'est ce truc-là. Je l'ai trouvé super, super. J'ai dit, c'est ce qu'on voit dans les films. Puis je me dis, pourquoi ne pas essayer? Et le jour que j'ai pris là-bas, mon patron, il était épatant, me demandait si je dansais depuis. Pourtant, c'était naturel, voilà. C'était un choix voulu ou bien ça t'a été imposé? Pas vraiment. La danse, c'est quelque chose que j'aimais. Donc après, quel genre de danse tu danses, c'est différent. Moi, tu me mets bébé, tu me mets n'importe quelle danse, je danse. Mais après, le strip, c'est moi vraiment qui l'ai choisi parce que j'adore danser. Et j'adore être sexy, j'aime séduire, voilà. C'est un peu ça. Non, je veux dire, au moment où tu le faisais en zone 4, à Abidjan, Non, Abidjan, non, pas vraiment. Abidjan, tu travailles dans un bar, on te paye 3000 francs par jour, donc 5 € quoi. Voilà, mais quand tu viens d'une famille un peu modeste, c'est beaucoup d'argent avec des pouvoirs et tout. Mais aujourd'hui en Europe, c'est un métier qui paye bien aux États-Unis. Et aujourd'hui, je travaille avec une agence qui a plus de 150 clubs dans toute l'Europe qui me permet de voyager. Donc là, mon dernier voyage, c'était en Allemagne, en Grèce. Et voilà, ce n'est plus la petite qui avait 18 ans, quoi. Justement, pour parler d'évolution, tu commences à billetterie, tu restes combien d'années avant de sortir de cet univers-là et pouvoir te projeter? Alors, je reste à Abidjan jusqu'en 2010, où je vais au Burkina, je fais peut-être 6 mois. Ensuite au Mali. Voilà, j'ai vécu pratiquement 7 ans au Mali. Après, je bougeais beaucoup vu que j'étais propriétaire de salon de coiffure. Après, on ne peut pas rester indépendamment dans ce boulot. Surtout en Afrique, ça ne paye pas bien. Du coup, je me dis pourquoi être serveuse, on me paye 100 000. Voilà, je me crée ma petite entreprise. Puis voilà, c'est comme ça, tout va. Je commence à bouger dans toute l'Afrique en ramenant des marchandises, des mèches, toujours dans tout ce qui est beauté. Voilà. Qu'est-ce qui t'amène à aller au Burkina en 2010? Bon, toujours en tant que serveuse, voilà. Comme je vous l'ai dit, depuis à bas âge, j'adore travailler. Donc on tombe sur une agence, des gens qui disent on a une personne qui a un bar au Burkina qui cherche des serveuses. C'est comme ça, au fur et à mesure, on va au Mali, on bouge un peu dans tous les sens, quoi. Faut pas se leurrer, hein. Très souvent, ce métier de serveuse est un peu assimilé aussi à de la prostitution. Effectivement. Est-ce que toi, ça a été ton cas? Non, pas du tout. C'est vrai que voir une très belle femme sur une barre de fer ou dans un bar en train de servir, c'est vrai qu'on a beaucoup de prétendants. En même temps, je me dis qu'il faut avoir des objectifs, voilà. Moi, je suis là d'abord en tant que mère de famille, en tant que mère célibataire qui se bat pour son enfant. Donc moi, d'abord, c'est mon travail, c'est mon boulot. Imaginez que je travaille de 20h à 6h, ou souvent, on a des clubs qui ferment à midi. Donc vraiment, c'est pas... Si c'était pour trouver un mec ou un client... je pense pas que j'allais veiller tous ces temps-là, quoi. Voilà, c'est clair. Et comme on sait que la prostitution, c'est le plus vieux métier qui rapporte oui. forcément, est-ce que toi, en toute honnêteté, ça t'a pas tenté de t'aventurer sur une telle voie? Vraiment, ça arrive où tu as vraiment envie de t'aventurer, où tu tombes sur des gens et tout, mais après, si tu es en couple, c'est vraiment difficile, parce que moi, je me dis, si je suis en couple, tu aimes la personne, c'est vraiment difficile de sortir avec une autre personne. Donc non, ça m'a jamais tenté, parce qu'au Mali, j'étais très bien payée. Imagine que tu quittes un bar à Abidjan, on te paye 3 000, tu descends à Bamako, on te paye 100 000, 20 000. Vraiment, j'avais pas le temps. Et puis descendre à 8h ou souvent midi, c'était pas possible, non. Il y avait des propositions, c'est pas des propositions qui manquaient, mais ça m'a jamais tenté. Pour parler justement de propositions, quelle est la proposition la plus indécente ou la plus grotesque que quelqu'un a pu te faire dans le milieu de l'année? Franchement, je ne me rappelle pas. J'ai eu tellement de propositions. Oui, essaie de te remémorer un peu pour nous relasser tes choses assez inédites. Ouais. On ne dit pas souvent, très souvent dans les directs sur Facebook, mais des choses vraiment que tu pourrais faire partager avec ceux qui vont suivre cette interview. C'était à Bamako, dans une discothèque qui est très connue, que je vais taire le nom. J'étais derrière le bar et puis il y avait le père et le fils qui étaient venus. Voilà. Ils étaient venus avec un prêtre. Donc le prêtre, ici en Europe, tu voyais, c'était pas possible. Donc du coup, on me dit, le barbu, c'est un prêtre et tout. Je dis, c'est arrivé là-bas. Donc voilà, c'était celle qui m'a un peu choquée.
Le prêtre, il voulait faire quoi? Ben, il voulait des filles et puis on lui a proposé moi. Moi, je dis, non, je bosse ici, il y a plein de filles dans la boîte, moi je suis serveuse. Voilà, donc c'est pour dire, il y en a tellement de propositions que... Ah, le prêtre voulait des filles? Ben oui. Comment ça? Parce que tu ne le dis pas de manière assez ouverte. Tu dis il y avait un père et fils et il y avait le prêtre. Il y avait un prêtre, donc Voilà. le père et le fils qui sont habitués au club. Voilà, nous on est serveuses, on les sert, on a des pourboires. Et puis le prêtre qui est les ami. Voilà, on lui propose, qui vient en Afrique, quoi. On ne peut pas savoir si c'est un prêtre. Donc on papote derrière le bar, il nous offre à boire et tout. On dit, ah, c'est le prêtre qui a envie de partir avec une fille, il t'aime bien et tout. J'ai dit, mais moi je suis serveuse. S'il veut une fille, qu'il apprenne une autre. Voilà, donc c'était celle qui m'a un peu choquée. Tu disais, tu es mère d'un petit garçon. Non, une fille. D'une fille? Oui. Autant pour moi. Tu es mère d'une fille. Tu l'as eu à quel âge? J'ai eu ma fille à 20 ans, en 2012. À Bamako? Oui, à Bamako. À Bamako. Ouais. C'est-à-dire que tu vivais avec quelqu'un? C'est une longue histoire, je préfère m'arrêter là. Longue histoire dans quel sens? Non, Dans je le ne vivais sens pas où avec quelqu'un du tout, non, pas du tout. ça a mal tourné? C'est Voilà, un enfant... c'est un enfant désiré, je ne pourrais pas raconter des conneries. Mais depuis que j'étais enceinte, j'ai été abandonnée par son père, donc depuis 3 mois. Voilà, donc j'ai travaillé avec ma grossesse jusqu'à 9 mois de grossesse, jusqu'à ce que j'accouche au fait. Donc j'étais serveuse derrière un bar jusqu'à 9 mois de grossesse. Et quand j'ai accouché, 3 mois après, la fille était avec ma maman et j'ai recommencé à travailler jusqu'à aujourd'hui pour m'occuper d'elle. Ça t'a fait un choc, le fait que... Non, ça m'a rendu brave. Ça m'a rendu brave, ouais. Juste. Cette relation sentimentale explique un peu quelque part le choix sentimental que tu fais aujourd'hui ou ça n'a absolument rien à voir? Non, ça n'a rien à voir. C'est juste des petits passages de la vie qui arrivent et puis il y a un enfant qui sort, c'est tout. Mais ça t'a pas affecté plus que ça? Non. C'est pas ça qui t'a amené à avoir une déviation sexuelle quelque part? Non. Une autre orientation sexuelle? Pas du tout. Justement, cette orientation sexuelle, on en parle, puisque tu l'assumes ouvertement. Et d'ailleurs, félicitations pour le mariage. Merci. Du jour au lendemain, tu as connu des hommes, tu fais un enfant, et du jour au lendemain, tu dis non, je vais me mettre avec une femme. Waouh. Pourquoi tu décides de faire un tel choix? Ben, c'est pas un choix, c'est depuis toujours, voilà. Et puis tu essaies des relations, que ce soit femme ou garçon. Ah, tu été dans les deux tendances? Voilà, depuis longtemps, ben écoute, je suis plus figée de l'autre côté. Ben, j'ai pas envie de trop rentrer dedans. Non, mais après, ça peut être c'est l'occasion vraiment de comprendre les motivations profondes d'un tel choix. Et qu'on condamne d'ailleurs pas, hein, C'est mais clair. au moins pour mieux comprendre. Parce que clair. très souvent, on peut juger une personne parce qu'on ne connaît pas ses motivations. C'est Et clair. je pense que lorsque des personnes vont voir cette interview, elles vont comprendre pourquoi est-ce que Leslie a fait ce choix. Et ça peut les faire changer, on va dire, d'opinion vis-à-vis de toi. C'est Donc clair. les motivations profondes qui t'ont amené à faire ce choix maintenant, au final, de te dire je reste avec une femme, c'est quoi? Ben écoute, déjà la motivation, c'est de me sentir bien avec la personne. Parce que c'est quand même 8 ans de relation. Et puis, voilà, on est dans un pays de liberté, d'égalité. Je me dis, pourquoi n'est pas? Ça fait longtemps, je ne vais pas me faire gratuit, il faut mieux me légalise. Mais sinon, voilà, je me sens juste très bien. Voilà, je me sens aimée, je me sens respectée. Et puis voilà, je reste là, c'est tout. Tu as essayé plusieurs aventures sentimentales, tu l'as dit tantôt, avec des femmes comme des hommes. Celle aujourd'hui avec qui tu partages ta vie, quels sont les premiers mots qu'elle t'a dit qui t'ont amené à te dire voici enfin la personne avec qui j'ai fait déjà, de me soutenir, parce que quand elle m'a connue, ma fille avait à peine 2 ans. Oui, parce que, 2 ou 3 ans, voilà, donc elle a été là quand même pour moi et ma fille. Voilà, c'est un peu le père que ma fille n'a jamais eu. Du coup, ça m'a vraiment touchée. Ça me fait pleurer. Bah, c'est touchant de savoir que ça t'arrache beaucoup d'émotions. C'est dire que cette partie de ta vie a été difficile à vivre forcément. C'est clair. C'est clair de se retrouver très jeune avec un enfant. Ma mère était un soutien pour moi, ça c'est clair. Et puis un enfant, tu viens d'accoucher à peine 5-6 mois, tu prends la tangente, tu vas travailler avec plein de ventre. Ça dit, mon ventre n'est même pas bien attaché. J'ai la chance que j'ai pas eu un gros ventre. Tu t'arrêtes de 21h à 6h ou à midi en train de bosser dans un club. Tu as mal au dos, tu es toujours arrêté parce que c'est pas des clubs où on s'assoit. Donc ça a été vraiment difficile. C'est-à-dire que tu travailles un petit salaire de 100 000 francs. Toi, tu as fini ton salaire avant le mois parce que chaque semaine, ta fille est malade, ouais, elle est ceci, tu vois. Donc moi, je finissais mon salaire, je prenais des crédits avec des copines. J'étais tout le temps, j'avais jamais de salaire, quoi.
Jusqu'à ce que ma fille ait 2 ans, c'était la galère parce que vu qu'elle tétait et puis un coup on l'arrache le sein, du coup elle était tout le temps malade et tout ça. Donc elle était tout le temps, imagine je suis au travail en plein boulot, on t'appelle, on dit ah la petite elle est malade, on est à l'hôpital. Je suis en pleurs, je suis en train de servir, les patrons ils s'en foutent. Ils veulent juste que tu travailles, t'es pas content, tu t'en vas. Donc j'étais vraiment en train de me battre quoi. Et du coup, votre rencontre se fait comment? Je préfère. Non, ce premier jour où on croise l'être avec qui on décide de non, passer. c'était juste dans un. Je suis allée au Zouglou, un Zouglou ivoirien, c'est tout. Ok. On peut changer de sujet. C'est bon comme ça. Le jour où elle t'a dragué, ce jour tu ne veux pas t'en souvenir parce que tu n'étais pas d'humeur ou quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Non, c'était au Zouglou, hein. Je pense que c'est moi qui ai fait le premier pas. C'est tellement beau à savoir. J'étais venue en esprit de Mugupa en fait. Ok. Tu as vu une belle jeune dame, tu dis celle-là, je vais lui faire un Mugupa. Voilà. Donc tu l'approches, tu lui dis, qu'est-ce que tu lui dis? C'est pour ça que tu avais du mal à trouver les premiers mots qu'elle t'a dit, puisque c'est toi qui as fait la démarche inverse. Donc quels sont les premiers mots que tu lui dis? Rien du tout, c'est que tu bois quoi? Parce que nous les Ivoiriens on aime faire bruit, on aime faire yaya. Ah, je t'offre quelque chose, elle dit non, je bois pas. Je dis comment ça tu bois pas? Nous, nos champagnes, on est dans tout, et puis elle me dit je bois pas. C'est comme ça part, c'est tout. Et vous démarrez une relation qui dure voilà 8 ans. Et vous avez vécu ensemble au Mali, c'est ça? Ouais. On habitait ensemble, ensuite au Maroc, et ensuite en France. Ok. Comment est-ce que vous arrivez en France? Ben écoute, pas le Maroc. Voilà, comme je le dis toujours dans mes lives, pas le Maroc. Moi j'ai fait 6 mois après, parce qu'on avait un salon de coiffure, on avait un appartement, il fallait libérer, il fallait faire tous les tralala. Donc moi je suis partie, je l'ai dévancé. Voilà, et ensuite, 6 mois après, m'a rejoint au Maroc. Et puis avec nos économies du salon de coiffure, on avait des amis qui disaient ah, il y a les gens qui passent par bateau, ils s'en vont en France. On avait un ami camerounais qui venait toujours nous booster. Et moi derrière, je regardais les vidéos sur YouTube. Ça faisait peur, on voyait les gens qui perdaient la vie. Et puis un jour, j'ai dit on va essayer. Ou j'ai dit plutôt on va regarder à Tanger. On a pris une petite valise, on avait un peu de sous, on est parti. On avait l'ambition de prendre un hôtel, mais arrivé là-bas, on nous présente quelqu'un, on dit oh vous allez partir maintenant. Bon, arrivé là-bas, on n'avait pas assez d'argent. J'ai dit, bon, moi, je vais essayer. Si on m'arrête, si la police m'arrête, je reviens, on repart à Marrakech. Et c'est comme ça, quand j'ai essayé, je suis rentrée. Et une semaine après, elle est venue. Aussi par bateau? Ouais. Waouh. Ça a été vraiment beaucoup de chance parce que c'était difficile. Raconte-nous la traversée. Ouf, c'était pas facile parce que là, je vais commencer à faire une émission dessus. Je préfère l'annoncer parce qu'avant, je faisais des émissions de sensibilisation. Mais les gens, ils s'en foutent, ils ne comprennent pas. C'est très difficile. Au début, tu vas avoir des gens qui vont te booster, mais ils ne vont jamais te dire. Moi, j'ai eu un choc, un traumatisme parce que le jour où j'ai voyagé, ils ont pêché 4 gaillards. Je crois qu'il y avait un Camerounais, un Ivoirien, un Guinéen. Des gens qui étaient bien costauds, bien grands, qui étaient pleins de vie, qui partaient chercher un avenir meilleur et puis ils ont pêché le corps. Donc ça reste vraiment dans la tête. Le mec, il prend ton argent, il te dit c'est 30 minutes de traversée et tu passes toute une nuit en train de vomir du sang. Tu te rends compte, tu dis waouh, j'ai fait une bêtise. Et là, je commence à pleurer, je pense à mon enfant. Je dis ouh, Seigneur, qui va s'occuper de mon enfant, qui va s'occuper de ma mère, tu vois, je commence à pleurer. Et la seule personne qui était au courant que je voyageais, c'était elle, parce que c'est pas des choses qu'on dit. C'est-à-dire si c'est bon, c'est bon. Si c'est pas bon, celle qu'elle a annoncée, elle avait tout le fardeau sur la tête. Donc c'était vraiment choquant pour moi. Et c'était épuisant. Quand on a été sauvés par la Croix-Rouge espagnole, c'était juste magnifique, quoi. Donc je me dis, je ne viens pas en Europe pour rigoler. De 30 minutes, vous passez combien d'heures sur la mer? De 30 minutes, c'est-à-dire de 21h, on est resté jusqu'à 11h du matin. Donc c'est beaucoup de temps. Vous étiez combien? Un bateau qui prend 8 personnes, on était 12. Donc imagine, ouais, avec un petit Zodiac, pas je dis bateau, hein, un Zodiac, un truc gonflable qui n'a même pas de moteur. Donc on pagaille jusqu'à la ligne internationale. Ah oui. Vous avez pagayé tous? On a pagayé tous, les hommes comme les femmes. Tu vomis, tu arrêtes de vomir, tu continues. Nous on enlevait l'eau, d'autres pagaillaient, puis c'est comme ça. Si tu commences à être faible, attention, parce que si tu meurs dans l'eau, ou si tu t'évanouis, ils vont penser que tu es mort. C'est un poids, on va t'enlever, on va te jeter dans l'eau. Aussi simplement? Très simple. Eh oui. Wow. C'est un peu ça. C'est vrai que tu as fait une émission pour sensibiliser un peu les gens, mais lorsque tu penses à ça aujourd'hui, si c'était arrivé, est-ce que tu l'aurais fait? Oh non, pas du tout. Pas du tout, parce que c'est quand tu arrives au milieu de l'eau, au début quand le Zodiac s'en va, tu vois, à chaque fois j'avais de l'espoir, je regardais derrière, je voyais les lumières. Tu dis, ah c'est vrai, l'Espagne n'est pas loin. Au fur et à mesure, tu espères parce que tu vois de la lumière. Mais à un moment donné, 4h du matin, il n'y a rien, tu tournes à gauche, il n'y a rien, tu tournes à droite, il n'y a rien. C'est-à-dire quand tu vois un bateau devant, tu penses juste que c'est
c'est des rochers, tu as juste envie de t'agripper, il n'y a rien, il n'y a pas d'arbres, il n'y a pas de poissons, pas d'oiseaux. Donc là, tu penses à ta famille, tu penses à tes proches et tu te dis, tu as fait une bêtise, quoi. De toi, comment est-ce que ça peut passer dans la tête d'une personne de se dire, parce que je vais chercher l'Eldorado, je vais vraiment prendre un Zodiac pour faire une traversée? Après, je me dis, c'est juste, bon, tout ce que Dieu fait est bon. Hein. Moi, par exemple, j'ai jamais tenté de rentrer dans une ambassade pour faire une demande. J'ai jamais tenté ça, donc je passe par là et puis voilà. Mais le problème, c'est que c'est souvent les proches, tu vois. Moi, j'avais un ami camerounais qui me boostait, tu vois. Il me dit, ah, telle personne est rentrée, telle personne est rentrée. Et puis, tu vois, sur les sites africains au Maroc, où tu vois les Africains qui faisaient la promotion de ça, ils ne parlent jamais du mauvais, ils parlent toujours du bon côté. Et tu te sens boosté. Après, tu me dis, bon, quand tu sais d'où tu viens, avec tout ce parcours, pourquoi ne pas essayer? Mais après, tu ne te rends pas compte du danger, au fait. Tu te dis, si l'autre est passé, moi, je peux passer. Tu vivais pas tant que ça de manière misérable au Maroc quand même? Non, on avait beaucoup de... Vu qu'on a tenu notre salon de coiffure pendant 4 ans, donc on avait vraiment de l'argent sur nous, au fait. Et c'est ça, on a vécu pendant 1 an, on avait 2 économies, et puis au Maroc, on faisait un peu du business, on a ramené des mèches, des ongles. Moi, j'avais des copines marocaines à qui on les faisait des trucs à la maison, donc on avait vraiment d'économies, donc on n'avait pas faim. Parce que vivre à Marrakech, quand même, c'est coûteux. Donc ça allait quand même. Mais on avait besoin d'être un peu plus libre, aller un peu plus de l'avant, quoi. Lorsque tu arrives en Europe, ça se passe comment? Pas dur, voilà. Je suis allée chez ma soeur, elle était à Avignon. Je suis restée 1 semaine. Après, j'avais un ami ici, à Rennes, à 30 km de Rennes. Je se connaissais depuis longtemps. Un Français qui est tout seul dans une grande maison. Il me dit, viens et tout, si tu viens. La Bretagne, c'est mieux. La France, Paris, il y a trop de monde avec les procédures. Puis voilà, il m'a accepté avec ma compagne. C'est comme ça que chez ma soeur, direct, je suis venue ici, quoi. J'ai pas voulu rester pour l'encombrer. Et quand je suis arrivée ici au bout d'1 semaine, on a loué un truc, on a commencé les démarches. Parce que quand moi je suis arrivée 2 semaines après, elle est arrivée. Donc on a fait les démarches qu'il fallait à la préfecture et puis on a été logé par Qualia. Parce que quand tu fais ta demande d'asile, tu es tout de suite logé, quoi. Voilà. Donc tout de suite avec la demande d'asile, tu as été régularisé? Ça a pris beaucoup de temps. Ok. Ça prend beaucoup de temps. On a pris 1 an, 8 mois avant d'être régularisé. Donc imagine le stress. Les gens qui te racontent toutes sortes d'histoires pour te dire, ouais, il y a des gens qui font des demandes d'asile, ils attendent 5 ans, on ne les appelle pas. D'autres te disent, oui, ça ne marche pas du tout, on peut prendre une, on peut refuser une. Donc c'était compliqué. Bon, après, moi, je me suis lancée dans les vidéos pour vraiment déstresser. Voilà, si tu n'as pas la tête forte, tu deviens ivrogne parce que tu te mets à picoler, tu n'arrives pas à dormir. Tu n'arrives rien, tu es stressé, tu te dis, on m'appelle quand déjà? Et quand on t'appelle, c'est puis tu te dis, est-ce que la réponse, ça sera bonne? Donc c'était vraiment un stress pendant... On a fait 8 mois avant de nous appeler. En plus, on a fait 3-4 mois avant d'avoir la réponse. Et quand on a eu la réponse, c'était vraiment... Ouf, quoi. J'ai dit, bon, maintenant, on peut commencer. C'est vrai, les réseaux sociaux, on va en parler, mais pendant les 1 an, 8 mois où tu es sans, on va dire, où tu n'as pas sans activité. Voilà. Qu'est-ce que tu fais pendant ce temps? Alors déjà, on avait notre association ici. On a une association LGBT ici à Rennes. Donc du coup, qui nous a vraiment aidés. Bon, pas côté financier, hein. On avait toujours des programmes, on avait toujours des sorties avec eux. On était toujours là, on était toujours occupés avec eux. Et puis en plus... moi, je connais un peu, je sais de quoi tu parlais, mais quand tu parles de l'organisation LGBT, explique un peu aux gens. Alors, une association LGBT, ouais. Il y en a partout en France. C'est des gens qui s'occupent des bi, des trans, des gays, des lesbiennes, des homosexuels, voilà. Tout ce qui est, voilà. Ok. Donc cette association a été d'un soutien pour bien nous. Entendu, forcément, voilà. C'est par le canal de cette association que vous avez fait votre demande d'asile. Non, pas du tout. Moi, j'avais déjà fait ma demande avant qu'elle vienne à la préfecture et ensuite elle est venue. Donc moi, j'avais déjà déclaré ma compagne et ensuite elle est venue et puis on a continué les dossiers. C'est 3 mois après. Voilà, 3 mois après notre demande qu'on a trouvé une association et puis c'est comme ça, c'est bien intégré. Et puis voilà, tout est parti naturellement. Après, c'est difficile parce que tu peux pas travailler. Tu peux rien faire, tu n'as pas de papier, tu te promènes à un récépissé, on ne peut pas t'accepter. Donc on reste à la maison, sans rien faire. Le déclic qui t'emmène sur les réseaux sociaux, c'est lequel? Alors déjà, c'était pour dénoncer un peu voilà, ce que les gens vivaient en Afrique, des personnes gays, trans. Ce qui est plus difficile, c'est les hommes qui se transforment en femmes, donc les trans, qui vivent vraiment la galère. On a vécu des amis qui se sont fait brûler vifs au Mali. Donc ça m'a vraiment choqué. Du coup, je me dis, bon, je me mets sur les réseaux sociaux, je fais mes danses, j'essaie de déstresser et puis je pars dans ce sujet-là. Et puis on reçoit beaucoup de personnes qui viennent, voilà, qui essaient de témoigner, qui essaient d'expliquer le problème.
Puis c'est comme ça, tout part. Tu t'es dit, comme tu l'as dit d'entrée de jeu, pourquoi est-ce qu'on apprécierait les Cardi B, les Rihanna, et que toi, on ne t'apprécierait pas? Donc, mais qu'est-ce que, lorsque tu t'es affiché ainsi, quels sont les premiers retours, du moins, les premiers retours que tu as? C'est toujours les injures, c'est clair, c'est toujours les injures. Oh, on va là-bas, sale, moche, dévergondé, pute et tout ça, tu vois. Ils ne voient pas ta vie privée derrière. Ils se disent, oh, tout ce que tu vois, ils se disent, tu cherches des clients, en fait. Ils voient tout dans la prostitution et c'est dommage. Voilà, moi j'essaie d'être à l'aise, j'essaie d'être moi-même et puis essayer de mettre d'autres femmes à l'aise parce qu'il y a des gens qui le feront jamais sur les réseaux sociaux. Parce qu'ils vont se dire, ils vont se faire critiquer, les gens vont les insulter et ça c'est clair. Au début on t'insulte toujours, mais aujourd'hui les gens ils finissent par accepter, ils finissent par t'aimer quoi. Quelle est la pire des injures que toi tu as entendu qui a failli te faire abandonner? Bon, il y en a tellement eu, franchement ils ont tout dit, rien. J'ai rien gardé dans ma tête parce que ce n'est pas des choses qui m'intéressent. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le côté positif. Voilà, moi, je prends toujours tout ce qui est positif. C'est-à-dire que tu passes 500 injures. Le plus important, je prends les deux qui essaient de soutenir, les deux qui essaient de remonter. Voilà. Est-ce que ça t'a pas amené à vouloir abandonner? Oh, ça arrive parce qu'au début, c'est difficile. Ça joue dans ton couple. Hein. C'est des trucs qui ça joue dans ton couple, ça joue dans ta vie de famille, ça joue sur vraiment ta vie privée. Et si tu n'as pas quelqu'un qui te soutient, c'est-à-dire ton compagnon, s'il ne te soutient pas, tu arrêtes. Hein. Parce que tu vas choisir tes réseaux sociaux et ton compagnon, soit il t'aide, il te soutient, il te comprend et il t'aide à propulser, ou bien sinon tu arrêtes tout de suite. Et le regard des parents? Au début c'est difficile, voilà, j'ai eu des tantes qui habitent en France, qui ont même envoyé mes vidéos à ma mère, pour dire « Oh, regarde ce que ta fille fait sur Facebook », qui essaie de faire un peu, voilà. Mais après, ma mère, c'est quelqu'un de très compréhensif, voilà. Mon père, bon, je ne vais pas trop rentrer dans les détails, c'est le plus dur de la famille. Mais moi, je suis plus côté maman que voilà quoi. Au début, c'est difficile, mais aujourd'hui, j'ai le soutien de mes tantes qui sont résidentes en France, aux États-Unis. Elles me soutiennent plus que même mes propres abonnés quoi. Vu qu'on en parle, tu te dis pas par rapport à ton père, tu te dis pas que c'est par rapport à ton choix de vie qu'il ne veut pas se mêler de ta vie quelque part? Oh non, si, ben après, il y a des histoires toujours de famille, hein. Mais quand tu décides de vivre ta vie, tu ne regardes pas derrière. Voilà. Mon père reste mon père, mais moi, je vais de l'avant. J'ai une fille, je vais pas me couper la tête ou je vais pas me pendre pour les raisons de X ou Y. De nos jours, le plus important pour moi, c'est mon couple et mon enfant, quoi. Quelle est la nature de vos rapports? Très normal. Normal. C'est-à-dire? Normal, comme père et fille. Normal. Lorsque tu recherches dans ta mémoire par rapport à ton enfance, est-ce que tu vois un peu une trace de l'éducation qu'il a pu t'apporter quelque part? Bien sûr, très, très dur avec nous, voilà, très très dur parce que, vous savez, les parents veulent toujours donner quelque chose de meilleur, mais après tu gardes toujours ça. Voilà. Il fait quoi? Bon, il faisait quoi avant là? Il était dans la sécurité, parce qu'il est très costaud. Et ensuite, maintenant, il touche un peu de tout. Là, je crois qu'il est retenu au village, il a fait son champ d'EVA, il est dans son monde de planteur. Souvent, tu ne te dis pas que ton papa il a raison de ne pas se mêler trop de ta vie? Ben, il s'est dit aussi qu'on est grande et puis on est libre de décider de notre vie, c'est tout. Lorsque tu passes ta vie en revue, c'est vrai que tu as été serveuse, tu t'es battue, tu as dansé un peu sur les barres de fer, tu t'es battue et encore, tu es arrivé en Europe. Est-ce que tu souhaiterais la même vie pour ta fille que de la voir demain danser, montrer sa beauté, montrer ce qu'elle est? Est-ce que ça te plairait? Alors déjà, moi je l'ai fait parce qu'il y a quelque chose qui manquait. Peut-être quelque chose de financier déjà. Voilà, tu viens d'une famille modeste, tu touches un peu à tout. Aujourd'hui, ma fille, elle est avec sa grand-mère, elle manque de rien du tout. Donc c'est quand tu manques de quelque chose que tu sais de faire quelque chose pour apporter. Moi, ma fille, elle manque de rien. Donc mon souhait, c'est qu'elle aille à l'école. Donc elle est très intelligente, elle est toujours parmi les 5 premières. Je suis super contente parce que moi, j'ai jamais été parmi les 20 premiers déjà. Donc mon souhait, je travaille dur pour qu'elle aille loin à l'école, pour qu'elle puisse choisir le boulot qu'elle mérite, qu'elle veut. Voilà, pour être bien dans le futur. Elle va pas, c'est-à-dire tous ces traversées, c'est pour elle au fait. Risquer ma vie, c'est pour elle. Aujourd'hui, je travaille, j'ai des petits revenus, je fais des placements de produits, c'est pour elle, c'est pour qu'elle soit. Elle ne manque de rien, ni d'un stylo, ni des chaussures, ni de rien en fait. Il ne faudrait même pas que quelque chose lui monte à la tête. Voilà. Au final, tu te dis que la vie t'a imposé beaucoup de choses, c'est ça? Voilà. Peut-être que si les parents avaient beaucoup d'argent, j'étais bien, de toute façon, ça qu'en Afrique, les études, c'est de l'argent. Si les parents étaient bien financièrement, jamais je me retrouverais dans un bar ou je suis un Libanais en train de faire la servante. Je sais pas, ou bien me retrouver sur un bateau, en train de risquer ma vie. Au-delà de ça, tout de même, quand tu te réalises, est-ce que tu es fière de ce que tu as? Je suis super fière de moi parce que je viens de loin. Je connais des gens avec qui j'ai débuté, qui sont rien devenus aujourd'hui.
voilà, qui me demandent même de les envoyer 50 ou 30 000 francs CFA. Donc je suis fière de moi. Le plus important, c'est d'arriver à CF1, quoi. L'école, tu en parlais tantôt, tu allais jusqu'à quelle classe? CM1. Tu t'exprimes super bien. Merci. Tu as fait beaucoup de lectures? Non, pas du tout. J'ai tout appris dans la rue. Comme je l'ai dit, il faut toujours prendre la vie du bon côté. Et puis, étant serveuse dans un bar, tu croises des Français, des Américains, tu croises un peu de tout. Donc, tu ne vas pas prendre ton même langage. Donc, j'ai vraiment appris à m'exprimer, à m'asseoir. J'ai appris beaucoup de choses. Et ça, ce n'est pas l'école qui m'a fait apprendre ça. C'est plutôt les rues. Ta plus belle rencontre dans la nuit? Waouh. Ouf, je sais plus. Franchement. Ben, ma compagne, parce que c'est la seule personne. Voilà, c'est tout, mais sinon, non. Elle est restée avec toi jusqu'à aujourd'hui. Si tu as un mot, avant qu'on ne parle de ta vie sur les réseaux sociaux, si tu as un mot pour ta compagne, pendant tout ce temps où elle a été là, à tes côtés, et où aujourd'hui elle a officialisé votre relation de par le lien du mariage, si tu as un mot, qu'est-ce que tu lui dirais? Ben... Merci d'être là pour ta fille. Voilà, qui est ma fille, qui est sa fille, toujours là pour elle. Voilà, c'est tout. Tout simplement. Ouais. Il y a un témoignage inédit que tu peux faire partager là et qui a consolidé cette relation que vous avez? Quel genre de témoignage? Je sais pas. Au-delà de tout ce qu'elle a pu faire, forcément, il y a une chose assez spéciale qui a dû se passer entre vous deux, qui a consolidé vraiment cette relation. Alors, c'était le choix très difficile parce qu'elle vient d'une famille musulmane. Tranche du musulman, c'est musulman. Vous connaissez un peu les Maliens. De faire le choix vraiment de rester avec moi. Parce qu'à un moment de sa vie, on l'obligeait de choisir entre moi ou sa famille, quoi. Mais aujourd'hui, ça va, ils ont compris. Donc, quelque part, la régné, sa famille? Pas vraiment, pas régné, mais au début, c'était très difficile. À Bamako, moi j'avais mon appartement, elle habitait en famille, villa, bien logée, dans la maison de son père. Voilà. Quand elle devait commencer à aménager ensemble tout petit peu, c'était très difficile. La pression de son frère, la pression qu'on mettait à sa mère. Et puis voilà, mais à un moment donné, elle a dit je reste avec la personne que j'aime. Et puis voilà. Aujourd'hui, ils ont compris, donc il n'y a plus de pression du côté familial, donc ça va. Ta définition de l'amour, c'est quoi? Ben, juste être heureux. C'est tellement simple d'être heureux. On se titille, on se chamaille, ça arrive, hein. Mais le plus important, c'est le respect, quoi. Voilà. Cela va faire combien de temps aujourd'hui que tu fais les directs sur Facebook, sur les réseaux sociaux? J'ai commencé en 2018 quand je suis arrivée. Donc fin 2018, 2019 jusqu'à maintenant. En 3 ans, si tu as un bilan à faire, ce serait lequel? Ouf, très positif. Parce qu'au début, c'est dur. Quand tu voyais 30 personnes en direct, tu es contente, tu dis, waouh, il y a du monde qui m'a regardé. Et puis aujourd'hui, tu vois 4 000, 5 000, 10 000 personnes, tu vois qu'il y a un changement. Parce que si les gens ne t'aiment pas, ils ne vont pas te suivre. Voilà. Selon toi, c'est quoi tes forces? Ce qui a fait que les gens te sont restés fidèles et que tu as eu autant d'abonnés et qu'aujourd'hui, tu peux mobiliser 4 000, 5 000 personnes connectées instantanément. Selon toi, tes forces, c'est quoi? Alors, moi, je pense que c'est mon côté humour. Parce que même si je suis fâchée, quand je mets ma caméra, j'arrive à sourire et j'arrive à faire sourire les autres. Donc tous les abonnés, c'est la même chose. Ils me disent, quand on est stressé, on te regarde, on oublie nos problèmes, tu vois. Et ça, quand je vois des abonnés qui poussent les mamans, les enfants, leur mari à me suivre, donc je me dis, j'apporte quelque chose de positif. Donc du coup, j'essaie de travailler sur moi-même pour ne pas décevoir les autres. Dans le monde des blogueuses, on voit que tu es venue par bateau. Ouais. Et ça te rappelle quelle blogueuse selon toi? Plein de blogueuses, hein. On a plein de blogueuses qui sont passées par là. D'autres n'arrivent pas à le dire. Mais sinon, j'aurais appris que Lova, voilà. Il y a Sentinelle aussi, ma fille qui passait par là. Voilà, c'est tout. C'est tout. Elles sont quand même moins connues, ces personnes que tu as citées. Si, elles sont quand même connues, elles sont en vogue. Non, après, c'est vrai que vous êtes vraiment toute une pléthore sur la toile. Effectivement. Moi, j'avoue que je ne vous suis pas tout le temps. J'ai été marqué honnêtement par l'accueil qui t'a été réservé le 4 décembre dernier. Et ça m'a interpellé. Mais au-delà de ça, forcément, il y a une blogueuse qui a au moins un nom qui est connu, que tu connais forcément, qui est venue par bateau. C'est laquelle? Si je te dis Aya Robert, ça t'interpelle tout de même? Elle est sur les réseaux sociaux comme tout le monde. Ok. Voilà. Elle est venue aussi par bateau? Je pense. Ok. Et c'est quoi parce que ça m'amène vraiment à toucher ce truc. Est-ce que tu as suivi un peu la guéguerre par rapport
on les appelait les cyberactivistes au départ. Tu as dû voir un peu ce qu'a subi Johnny Pacheco en son temps comme violence. Oui. Et tu n'as pas l'impression que cette violence est en train de s'emparer du milieu des blogueuses? C'est ce qui se passe, hein, c'est ce qui se passe depuis un moment. Et c'est dommage parce qu'on passe du virtuel au réel. Et c'est dommage. Si on reste dans le virtuel, on reste dans notre contexte. Parce que si tu acceptes déjà de rentrer dans le game, il faut assumer. Moi, tu m'insultes. Bon, tu penses que tu m'insultes. Moi, je pense que je t'insulte. Et puis, on essaie de rentrer dans ce contexte-là. On anime la galerie. Si derrière cette animation, on peut faire des placements de produits ou des publicités, représenter des marques, ça peut nous rapporter des sous, tant mieux. Voilà. Mais lorsque vous laissez tout cela, toutes ces voies qui peuvent vous permettre de vous assumer socialement et que vous mettez à vous lancer des défis au point d'arriver aux mains, comment est-ce que toi tu t'expliques cela en fait? Moi j'ai jamais lancé de défi. J'ai toujours animé la galerie. Jamais je dirais à quelqu'un viens on se bat ou bien. Non, on a toujours animé la galerie. Oh tu vois, juste faut toujours animer la galerie. Moi j'ai compris ça. Moi je réfléchis, je ne sais pas si c'est parce que je suis trop les Nigériens, mais j'essaie de réfléchir comme ces personnes-là, comme les anglophones. Ils ont compris le système, ils ont compris les réseaux sociaux. Et je pense que nous les francophones, on n'a pas encore compris. Voilà, moi je suis dans le contexte d'animer la galerie. C'est tout. Mais lorsque tu arrives à te faire battre au-delà de la galerie, comme tu as dit tout à l'heure, du virtuel à la réalité, vous arrivez à la bagarre? Moi je pense que c'est juste de la jalousie, c'est tout. C'est juste de la jalousie. Moi je ne peux pas sortir parce que tu m'as insulté, je t'ai répondu, c'est fini pour moi. Je me dis, on se défend, on est des acteurs des réseaux sociaux. Tu tournes ta part de film, je tourne ma part de film. Si tu as gagné sur Facebook, tu as gagné. Moi, je me dis, on s'arrête là. Mais après, passer au-delà de là, moi, je prends ça pour de la jalousie, au fait. C'est tout. Qu'est-ce que cela t'a laissé comme souvenir, cette histoire où vous êtes bagarré, toi et puis Aya Robert? Moi, je ne me suis pas bagarré avec cette dernière, parce qu'en réalité, je ne la connais pas du tout. Au Maroc, on avait juste des amis en commun. Et quand j'ai fait mon voyage, par ses contacts, là, elle est venue vers moi. J'étais déjà en France et ma compagne était toujours en attente, qui n'était pas encore rentrée, qui me dit ah monte ton circuit. Je dis moi j'ai pas de sécu, c'est l'ami d'une copine qui fait ça, voilà. Et sans être méchante, je lui donne le numéro. Et par ça aujourd'hui, donc je l'ai vraiment boosté parce que c'est des filles qui étaient au Maroc depuis plus de 5 ans, 6 ans. Elle n'a jamais eu cette idée, donc elle le dit toujours, je l'ai toujours boosté. Elle a vu qu'une petite qui vient d'arriver à Marrakech, au bout d'1 an, je les laisse, elles n'arrivent pas à croire. C'est après moi que toutes ces filles-là sont venues, donc en réalité, je ne la connais même pas. Donc c'est juste de bouche à l'oreille. Ah, il paraît que tu es ma petite soeur, s'il te plaît, donne-moi le numéro, c'est comme ça, c'est parti. On arrive en France, on n'est pas des ennemis, on n'est pas aussi des amis. Chacun gère son blog, ça part en couille après. Et puis, je pense pendant la soirée de Moula, tout le monde a vu, hein, où je vais, on dit qui veut danser, moi je fais mon show. Voilà, la blogueuse qui est dans le coin, qui a envie de déstresser parce que je ne vais pas tout le temps à Paris. Je monte sur la piste pour danser avec Moula. Je suis passée devant cette fille en descendant. Je vois une fille qui arrive, qui essaie de m'agresser. Voilà, on n'a même pas eu le temps. Les gens m'ont jeté dehors, après ils l'ont jeté dehors, après voilà. Sinon c'est tout. Pour moi, jamais on va arriver aux mains. Parce qu'imagine comment j'étais habillée, sexy, bon je m'habille pas, moi je porte 2 pièces de tissu, je me vois pas en train de me bagarrer. Je trouve ça très sauvage et puis je trouve ça juste que c'est de la jalousie. Parce que je monte sur une piste et donc je vais soutenir un artiste comme Moula, qui est quand même un grand artiste du coupé décalé. Quand il arrive en France, nous les abonnés, je dis les abonnés, les blogueurs et les influenceurs, on doit se mettre ensemble pour soutenir ces artistes-là. On va pour soutenir un artiste, on va pas faire la sauvagerie. Que ce game-là s'arrête sur les réseaux sociaux quoi. Voilà, donc je dis aux blogueurs d'arrêter la sauvagerie. On n'a qu'à gérer Facebook. Celui qui gagne, il aura son trophée. C'est de ça qu'il s'agit. Tu l'as soulevé, ce trophée il représente quoi pour toi? Alors pour moi, ce trophée représente beaucoup de choses parce que comment je suis arrivé sur les réseaux sociaux, je ne m'attendais pas à ça du tout. Et puis aujourd'hui, je me dis c'est le premier. Il ne sera pas le dernier, c'est sûr. Voilà, donc pour ce trophée-là, je continuerai à bosser sur les réseaux sociaux. C'est là que les gens m'ont connu. Jamais je sortirai du virtuel. Si les gens me voient dans le virtuel, c'est dans les soirées ou dans des invitations. Voilà, c'est tout. Vu qu'on parle toujours de réseaux sociaux et ses acteurs, on voit qu'il y a pas mal de clans aujourd'hui. Toi, tu appartiens à quel clan? Moi, je suis la Get Seul, comme les gens m'appellent. Moi, je suis le GPS, la plus sexy de la diaspora, et je suis la Get Seul. C'est vrai que je suis dans un comité, mais à part ça, à part le comité, chacun a son blog. Moi, toi, tu es dans quel comité? Celui du comité des blogueurs influenceurs africains. Donc, c'est tout. Où on retrouve qui? Dans ce comité, on retrouve beaucoup d'acteurs comme Apuchou, comme plein d'autres blogueurs.
C'est tout, mais sinon, personne ne te met la pression, peut-être personne ne te dit de ce que tu dois faire. C'est-à-dire, j'ai mon blog, tu as ton blog, tu ne me décides pas, tu fais ce que tu veux, je fais ce que je veux. Et c'est ce qui est bien. Mais qu'est-ce qui a fait que toi, tu t'es rapproché, on va dire, de ce comité-là, que pas d'un autre? Je pense que c'était le premier comité à être créé. Après, ils ont envoyé quelqu'un comme intermédiaire pour aller voir les autres blogueurs, parce que vu qu'il n'y a pas d'affinité, pour aller voir les autres blogueurs, pour essayer de se mettre ensemble. Et quand cette personne avait parti avec l'idée, c'est comme ça qu'eux, ils ont pris l'idée pour faire pour eux. Ils se disent, je ne vais pas se mélanger, ou bien soit ce nous ou pas. C'était déjà trop tard, quoi. Au moins, on se réveillait un matin, il y avait déjà 2 comités. Mais voilà. Outre ce comité, de quel blogueur ou de quelle blogueuse, toi, tu te sens le plus proche? Je suis proche de... quel blogueur? Franchement, moi, je préfère rester dans mon coin parce que les blogueurs sont un peu plus big populaires qu'eux. Hein. Franchement, les blogueurs, c'est pas tout le monde qui charge bien. Aujourd'hui, tu penses que c'est ton ami, demain, c'est lui qui va te... Voilà. Le blogueur, c'est quand ça l'arrange. Le blogueur, c'est celui... Aujourd'hui, quand il peut te défendre, il sait qu'il va avoir un peu de vues, surtout maintenant que Facebook paye. Moi, j'ai vraiment pas d'amis. J'ai que peut-être des alliés. Souvent, quand on est dans le même... On est sur le même débat, on est alliés. Mais après, le débat, si le débat change de route, on n'est plus alliés. Donc moi, j'ai pas d'amis en tant que tel. Peut-être on a de l'affinité, bonjour, bonsoir, c'est tout. Voilà. Tu préfères rester là, jet seul? Tranquille. Comme ça, tu n'as pas de stress. Comme ça, quand tu dois gâter, tu framponnes et puis tu avances. Mais quand tu es trop allié à quelqu'un, même quand la personne est dans le mensonge, tu peux pas rentrer au fait. Tu restes hypocrite au fait. Moi, j'ai pas envie de rester parmi les blogueurs qui sont hypocrites parce que plus tu essaies de l'affinité avec quelqu'un, si la personne est dans le faux, tu pourras même pas lui dire qu'il est dans le faux. Parce qu'on dit le virtuel, mais... Lorsque tu arrives à la conférence de EK et que tu es bien accueilli par les personnes qui la suivent, par exemple, est-ce que tu ne te dis pas que c'est parce que tu avais pris position pour elle lors des épreuves qu'elle a pu vivre par rapport à sa séparation d'avec Peter? Après, ça peut être ça, mais en même temps, je suis allée pour soutenir une soeur. Les gens ne s'attendaient pas du tout que j'arrive parce qu'avant son événement, les gens avaient vraiment lancé des pics. Ouais, Leslie, elle fait ceci, ouais, t'es critique derrière. Ou bien, ouais, Leslie, on dit que tu la suis trop. Tu vois, les gens essaient de lancer des pics pour qu'on la laisse dans la gueule du loup. Moi, les gens vont penser que voilà, parce qu'elle a trop d'abonnés, les abonnés, c'est Dieu qui donne. Moi, je me dis, c'est une femme. Elle a vraiment été harcelée, tu vois. Moi, je regarde toujours le côté, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est dans son game. La femme, elle est dans son game, elle est dans son milieu pour dire ouais, c'est le game et tout ça. Elle a créé son monde sur les réseaux sociaux. Donc, quelqu'un qui rentre dans sa vie et qui sort avec son intimité, c'est méchant. C'est ce que j'essaye. Moi, je fais ma manière. Le blog que j'ai fait, peut-être en la défendant, ou bien peut-être en la défendant, j'ai fait des fights où moi, avant, je la défendais pas. Tu vois, avant, je lui disais ce que je pensais et tout. Mais aujourd'hui, je me dis que voilà, elle ne mérite pas. Après tout, c'est une mère de famille. C'est vrai, une histoire de game, mais en même temps, il faut penser aux enfants. Parce que quand on est stressé, hors réseaux sociaux, vous ne savez pas ce qu'on vit. C'est-à-dire que quelqu'un t'insulte, quelqu'un même que tu peux nourrir, tu peux loger, tu peux blanchir. La personne s'arrête dans un glo-glo et puis commence à te parler mal. C'est choquant. Donc, je me dis vraiment, elle méritait un minimum de soutien. Et puis, je ne l'ai pas fait par pitié, je l'ai fait parce que déjà, je suis une femme. Et puis, je me dis, elle avait trop d'harcèlement aussi derrière. C'est tout. Mais avant que tu la défendes, tu l'as dit tout à l'heure, tu lui disais certaines vérités. C'était quoi ces vérités-là? Oh non, mais tu sais, les abonnés, ils aiment un peu... Avant, moi, je ne comprenais pas les abonnés de Facebook. Après, je me rends compte que c'est les mêmes personnes qui t'insultent ici, sur l'autre page. C'est les mêmes qui te disent tu es jolie. C'est les mêmes qui se prennent un peu partout. Donc, au début, je ne comprenais pas. Même quand j'avais une coupe de champagne, quand je voulais danser, en ce moment, Emmanuel Keita était en vogue. Tu vois, même quand tu veux manger, on dit tu manges comme elle, tu pètes un câble en direct, tu commences à les insulter, tu commences à insulter la pauvre fille. Donc au début, c'était comme ça, je ne comprenais pas. Mais après, voilà, j'ai appris à la connaître. Tu n'as pas besoin d'être ami avec la personne. Mais juste du côté virtuel, j'ai compris qu'elle est dans son film, elle est dans son game. Et que chacun reste dans son film, quoi. Justement, lorsqu'elle fait ses fiançailles avec Peter 007 le 21 juillet 2021, Actu People était témoin. Qu'est-ce que toi tu penses de cette relation-là tout de suite? Lorsque tu vois que la relation elle est exposée, qu'il y a une médiatisation, oui. Le direct a été suivi par je ne sais même pas combien de personnes. Aujourd'hui la vidéo est vue par plus d'1 million de personnes. Qu'est-ce que toi en tant que femme tu t'es dite? Alors déjà je me disais en première chose que c'était un buzz. Après je me dis si c'est vrai elle ne le mérite pas. C'est pas parce qu'elle est princesse, non. Mais c'est parce que je me dis que quand tu arrives à une certaine dimension, soit tu as ton... Ah pour toi... Elle ne le méritait pas. Peter ne mérite pas Emmanuel Keita. Voilà, pour moi, il ne le méritait pas du tout. Pour moi, c'est le plus, j'ai dit le mot Bambara, c'est le plus blacro des blacros. Pour moi, franchement. Parce que quand on voit... Tu n'es pas tendre du tout là avec Peter. Hein. Ah non, mais pour moi, c'est même pas un homme. Pour moi, c'est pas un homme. Parce qu'un homme qui sort avec l'intimité d'une femme, moi, je me vois. Même moi qui suis femme, je ne pourrais jamais mettre l'intimité de mon ex ou bien quelqu'un dehors.
Donc, un homme qui rentre, c'est-à-dire que tout le monde même sait que ton modèle est très mal cousu. C'est-à-dire que si c'est pas Emmanuel, je ne sais pas si elle fait de la... je sais pas, si elle avait pitié ou bien c'était l'orphelinat de l'amour, je ne sais pas, mais franchement, moi quand je regardais, je dis soit c'est un buzz, si c'est le cas, elle ne le mérite pas. Voilà. Et puis c'était le cas, elle ne le mérite pas. Il est parti, non? Bonne chance à lui. La séparation, qu'est-ce que ça t'a fait? Oh, trop de plaisir parce que franchement, pour moi, c'était une racaille dans la vie d'Emmanuel Keïta parce qu'on va dire que cette fille ment, elle fait ceci, elle fait cela, mais elle est dans son film. Et quand tu te mets dans un Levenho, c'est pas avec quelqu'un, un petit, bon, pour moi, c'est un petit cyberactiviste, tu vois. C'est pas avec quelqu'un comme ça. Quelqu'un qui est blogueur, qui est... Moi, jamais je me mettrais avec une personnalité, même si la personnalité est publique, plus publique que moi, pas quelqu'un qui vient chercher la stamania. On a tous vu comment elle a fait sa tolérie, sa peinture. Voilà. Si quelqu'un disait ça de toi, de ton couple, qu'est-ce que tu répondrais? Moi, ils disent toujours, les gens vont toujours critiquer un couple. Mais le cas de Peter Emmanuel Keïta, c'était juste un profiteur qui est venu chercher la visibilité. C'est tout. Mon copain ne cherche pas de la visibilité derrière moi. Voilà, je peux dire c'est lui qui m'a rendu plus visible parce que c'est lui qui m'a donné la force. C'est tout. C'est tout de même assez dur quand même avec Peter. Hein. Je veux dire, descendre comme ça un homme, tu ne vois pas en lui aucune qualité, aucune valeur tout de même? C'est juste un homme, voilà, c'est juste un homme qui porte pantalon et puis voilà, ça pisse, c'est tout. Mais sinon, il n'a pas le comportement d'un... Parce que quand tu te mets à sortir avec une personnalité publique, même quand tu es impoli, mais tu es gonflé, mais tu essayes de te... Je ne sais pas comment te dire ça. Tu essayes de faire... Parce que la fille, franchement... Elle pouvait le faire en mougoupan, hein, comme on dit en français ivoirien. Mais elle a affiché, et elle essaie de faire du business avec lui, elle essaie plein de choses avec lui. Mais quand ça va pas, tu t'en vas comme un roi. Tu sors par la grande porte, tu vois. Si aujourd'hui, je prends un exemple, tu es avec moi, si ça va plus, tu vas comme un roi. Ou moi, je me cache, je vais pas venir m'asseoir sur Facebook parce que je suis blogueuse, venir commencer à mettre tes voices à la veille de ton événement pour essayer de te saboter. C'est pas joli. Mais ça contraste un peu avec ton personnage parce que lorsqu'on voit une personne qui, quelque part, n'a pas froid aux yeux, toujours sexy, forcément, ça peut faire... C'est vrai que tu es en couple, en respect pour ton couple, mais est-ce que ça peut faire peur aux hommes de vouloir, toi, t'approcher, de se dire demain, une fille comme ça, excuse-moi, hein, qui se lâche, qui est très sexy, qui est vulgaire, est-ce que demain, elle ne va pas aller m'exposer? Est-ce que souvent, tu vas peut-être... Mais tu sais, les vraies personnes, comme je l'ai dit, les vraies personnes, hein, je ne parle pas des débutants ou des vrais hommes, ils aiment plutôt les personnes qui sont en couple, ils aiment plutôt les personnalités publiques et puis regarde, ils ne sont pas bêtes. Tu comprends? Ils savent que cette femme, elle montre un truc qui n'est pas vrai ou bien elle montre un truc jamais... Tu crois qu'il n'y a pas de personnalités qui me draguent? Ou que ce soit footballeur, que ce soit les personnes politiques, il y en a plein. Mais ils savent que je ne vais jamais risquer mon couple en venant les exposer. Peut-être que je vais vouloir raconter des conneries ou des mensonges pour attirer la visibilité. Et les footballeurs, il y en a. Les artistes ivoiriens, il y en a. On ne va pas citer les noms. Il y a des gens qui draguent même quand ils pensent qu'ils sont dans le foyer. Et moi, je suis dans un Leven, moi je suis dans un autre film. J'essaie d'être ouverte d'esprit. Ils ne sont pas cons. C'est vrai qu'on fait cette interview sous le regard de ta compagne, de ton compagnon du moins, excuse-moi. Mais est-ce que ça te peut jamais arriver justement d'avoir des encartades? Vu que tu es tellement harcelé, tu es tellement dragué, est-ce que ça t'est jamais arrivé d'avoir des encartades? Ben bon, ça m'amuse, hein. J'adore me faire draguer. Moi, j'adore. Et souvent, c'est ma compagne qui répond au message. Bon, j'adore me faire draguer, franchement. Et quand c'est des dragueurs avec stickers, des dragueurs 5 étoiles, j'adore. Tous les dragueurs même qui envoient beaucoup d'argent sans même t'avoir jamais vu. J'adore séduire, ça c'est mon personnage. J'adore. Ça te fait quoi de voir des hommes fantasmer sur toi? Oh, ça fait du bien. Je me sens princesse, c'est tout. Toute femme même se fait draguer, hein. Si tu ne te dragues pas, c'est qu'il y a un problème. Mieux de Siro l'a dit dans la musique. Voilà, j'adore me faire draguer. Mais pourquoi provoquer autant les hommes à vouloir te draguer? J'aime provoquer, que ce soit homme, femme, cadavre, ce qui est réveillé, ce qui dort. J'aime ça. Alors, franchement, j'adore. Parmi les personnalités et les footballeurs, les hommes politiques et autres qui t'ont dragué, laquelle de ces personnalités, hein, on va dire, dans tout ce conglomérat de célébrités, t'as séduite quelque part par sa manière de t'approcher? Oh là là. Bon, faut pas dire que envoyer mes parents en prison. Non, vas-y, lâche-toi, sans dire le nom de la personne, peut-être en faisant son petit portrait, son profil, on comprendra. Sa manière de t'approcher, tu as trouvé ça assez original, assez respectueux, assez sympa. Bon, ils ont tous la même manière. Tu sais, vous les hommes, vous avez un comportement, quand vous venez au début, voilà, vous êtes tous gentils.
Mais voilà, je vais m'arrêter, je ne vais pas donner trop de détails. Non, 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 quand tu dis... moi, je parle d'une... parmi toutes ces personnes, il y a une seule qui t'a marqué quand même de par sa manière de s'approcher de toi. Quand elle est venue vers toi, qu'est-ce qu'elle t'a dit? Toi, tu t'es dit, ah, ce mec, vraiment, il faut que je lui accorde un peu d'intérêt quand même. Bon, moi, quand quand ces personnes-là viennent me draguer, j'essaie de donner un peu d'intérêt, j'essaie d'être respectueuse. Voilà, pas plus que ça. C'est après qu'ils sont découragés, ils s'en vont eux-mêmes. Mais je ne vais pas trop rentrer, tu comprends? Voilà. Tu es intimidé par ton compagnon? Oh non, pas du tout. Il sait à qui il a fait. Justement, devant le foyer, tu portes la culotte. Mon cher, c'est celui qui porte la culotte qui s'est assis au loin là-bas. Il vous arrive quand même souvent de faire de vous engueuler, de vous brouiller pendant des mois, comme tout bon couple. C'est clair. Franchement. C'est clair, ça arrive. Surtout en Afrique, c'était difficile. Mais ici, au début, avec les réseaux sociaux, comme je dis, c'était très très dur. Mais après, c'est tranquille. Hein. Il connaît son modèle, donc il ne se prend pas la tête. Votre plus grosse crise, c'était laquelle? Ah, moi, c'est une cassette de télé. Hein. Moi, il est fini à jeter les télés. Moi, ça, c'était en Afrique. Il n'y a pas de ma grosse télé qui est là. Hein. Moi, en Afrique, petite crise, j'ai jeté les télévisions, je cassais un peu tout. Voilà, mais maintenant, voilà, on est devenu... ça va. La Méditerranée a arrangé le cerveau. Quand on fait une telle traversée, franchement, ça change. Franchement, ça t'a pas traumatisé, ça te rend sage. Aujourd'hui, c'est l'une des rares interviews d'ailleurs que tu accordes. C'est clair. Tu m'as dit tout à l'heure, c'était à la faveur d'un reportage que tu as eu à répondre à des journalistes. On a passé quand même 1 heure ensemble. Est-ce que le monde virtuel, lorsqu'on se retrouve à faire des directs sur Facebook et une interview, est-ce que ça change? Est-ce qu'il y a une grosse différence? Oui, c'est pas pareil. Au début, c'est stressant. Tu m'as vraiment mis à l'aise, merci. Et puis après, si tu as en face de toi quelqu'un qui connaît son boulot, ben ça va. Je vais déstresser. Sinon, c'est stressant. Je ne vois pas mes cœurs, je ne vois pas mes likes, je ne vois pas mes 4000 personnes. C'est vrai que c'est pas pareil. Tu les verras lorsqu'on va publier l'interview. Je t'ai dit. Hein. Les 4000 personnes vont liker, les 4000 personnes vont apprécier parce que tu parles super bien. Ça, honnêtement, bravo. Merci. Tu parles très Merci. bien. C'est bluffant, c'est bluffant. Merci. En termes de perspective, Leslie 5 étoiles aujourd'hui, quand tu te projettes, qu'est-ce que tu vois en termes de prévision? Alors, j'ai beaucoup de projets. Voilà, premier projet, c'est d'agrandir la famille avec ma fille. Voilà, mon rêve, c'est qu'elle soit avec nous. Parce que c'est pas facile une jeune mère comme moi d'être éloignée de son enfant avec tous ses sacrifices. Vous savez, hein, les paperasses en France, ça prend beaucoup de temps. Donc ça, c'est déjà mon plus grand rêve. Et on a beaucoup de projets en 2022, surtout moi. Voilà, me lancer dans le cinéma et puis faire beaucoup de dons au niveau de l'Afrique. La dernière fois, j'étais au Togo pour voir la maman. J'ai regardé beaucoup d'orphelinats, beaucoup d'endroits. C'est quand tu traverses, quand tu arrives en Europe, tu vois que c'est le jour et la nuit. Quand je suis allée au Togo, je suis arrivée dans certains trucs. J'ai dit, on vient de loin, hein, tu vois. Donc vraiment faire le tour. Si on a des bons sponsors pour aller faire des dons dans toute l'Afrique, surtout l'Afrique. Puis voilà. Lorsque tu parles de cinéma, on s'est dit qu'en 2022, tu vas vouloir tourner dans des films en Côte d'Ivoire, c'est ça? Ouf, moi, je ne veux pas vraiment me baser sur la Côte d'Ivoire. Moi, je veux vraiment me baser sur tout ce qui est Afrique anglophone. Voilà, tout ce qui est Afrique anglophone, tourner des clips, vu que c'est mon domaine la danse, tourner des clips avec des grands chanteurs comme Davido, que je kiffe. Voilà, comme plein d'autres artistes. Et puis dans le cinéma francophone et anglophone, quoi. Voilà. Qu'est-ce qui te réchigne autant au niveau du cinéma ivoirien, au point où tu ne voudrais pas tourner quelque part dans un film ivoirien? Bon, le cinéma, c'est pas vraiment le cinéma en Afrique. On a vu hein, comment les autres, comment ils s'appellent là, Gayver, comment ils finissent. Bon, après, nous, on a un peu de chance parce que nous sommes en Europe, tu vois. On peut figurer dans un clip et tout ça, mais si j'étais basée en Côte d'Ivoire, que je voulais rentrer dans le cinéma, je n'aurais pas le choix. Mais aujourd'hui, je suis en Europe, donc j'ai le choix de tourner dans différents pays que je veux, quoi. Mais on voit qu'il y a quand même des actrices qui s'en sortent aujourd'hui en Côte d'Ivoire, au niveau du cinéma ivoirien. Ça bouge pas mal. C'est clair. Pourquoi est-ce que ça ne te tenterait pas? Ça peut me tenter parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de modifications et tout. Peut-être que les anciens n'ont pas eu de la chance. Et peut-être que la nouvelle génération aura de la chance, mais voilà. On pourrait te voir en Côte d'Ivoire en 2022? Oh, c'est dans mes projets, mais... Pas plus que ça t'enchante pas plus que ça? Pas vraiment. C'est pas mon pays des rêves. Ton propre pays n'est pas ton pays des rêves. On a grandi à côté de l'aéroport, franchement, mon oreille est fatiguée de bruit d'avion. Non, mais non, c'est pas trop... 2022, c'est dans mes projets, mais non. C'est pas trop mon but, au fait.
tu parlais de tout à l'heure, grandi votre famille par rapport à l'arrivée de ta fille. On sait que tu es marié. On sait que. Est-ce que tu penses à faire un autre enfant? Bien sûr. On a tout le temps. On n'est pas pressé. Voilà. Et cet enfant, les gens seraient tentés de me demander, mais comment est-ce qu'elle ferait l'enfant? Nous sommes en France, Guillaume. Vous allez adopter un enfant? Ben oui, non, pas adopter. Le porter, bien sûr. On a ce qu'on appelle l'insémination. Voilà. Si c'est trop dur, on t'appelle aussi. Non, je veux pas avoir de problème avec toi. Je veux pas avoir de problème avec ton époux. Loin de là, c'est vrai que là tu m'arraches un fou rire. Attends, imagine-toi venir briser un couple. Non, tu n'as pas brisé, tu viens en mission. Puis tu bah, pour cette mission, je vais faire appel à Jean-Luc Moreau. Je pense qu'il serait bien placé. En tout cas, merci Leslie de nous avoir accordé cette très belle interview. Merci de nous avoir accueillis chez toi ici à Rennes. Si tu as un mot fort, un message qui te tient vraiment à cœur, que tu voudrais faire partager à la faveur de cette interview, pour clore, ce serait quoi? Alors, de prendre surtout nos blogs au sérieux. Voilà, aujourd'hui on est des blogueurs, on est des influenceurs. Tout ce qu'on mange, ce qu'on fait, les autres veulent le faire. Donc de montrer le côté positif. On peut souvent se titiller, mais n'est pas passer au-delà des réseaux sociaux. C'est-à-dire tout ce qui est agression physique, l'agression que j'ai subie à Paris, celle que Emmanuel Keïta a subie. Si on continue comme ça, on va se retrouver avec, voilà, on va se retrouver dans le sujet, je savais. Donc tous les blogueurs, on essaie de rester dans le contexte du blog. Voilà, on n'a qu'à tourner nos films que les gens aiment, on n'a qu'à essayer de faire rire les gens, voilà, les faire croire qu'on va s'arracher les yeux, on n'a qu'à s'arrêter sur les réseaux sociaux, on n'a qu'à être les acteurs des réseaux sociaux, pas des Jackie Chan de la rue, quoi. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Merci Leslie. Elle est sexy, elle le revendique, mais c'est une personne super sympa aussi, qui en tout cas sait faire de très belles combinaisons verbales. Vous l'avez remarqué à la faveur de cette interview. 1 heure d'échange où vous avez pu quand même tout de même faire beaucoup plus connaissance avec Leslie 5 étoiles, qui est une blogueuse qui fait des émules sur la toile. Nous, on a eu un grand plaisir à échanger avec elle en ce jour à Rennes, où elle nous a reçus pour Actu People. Merci de nous avoir suivis. Que Dieu vous garde. C'était Guillaume Vergès. Ciao.